deuxième table ronde du mandant au client, pour qui œuvre l'agent immobilier, enfin l'agent immobilier ou l'administrateur de biens dans le contexte des locations. Là encore, j'ai quelques petites questions dérangeantes du type suivant. Alors d'abord, en fait, je présente les participants. Hein. Donc, Monsieur Fertoret, donc Philippe Fertoret, qui est secrétaire général de l'UNIS, Éric Alouche, donc directeur exécutif d'ERA France, Michel Fréchet, président de la CGL, et Hervé Parent, consultant et auteur d'un ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle Le marketing immobilier, et qui est un observateur, un petit peu comme nous, de ce qui se passe dans le monde immobilier. Voilà. Peut-on réellement prétendre que l'administrateur de biens ou l'agent immobilier sous mandat de location du propriétaire œuvre aussi pour le locataire ? Comment rendre une telle approche compatible avec le fait que par la suite, l'administrateur de biens va représenter le propriétaire et va gérer le bien en se... Pour qui œuvre l'agent immobilier, il y a deux postulats. Un, c'est que l'agent immobilier œuvre, ce qui pour la plupart des clients n'est pas évident, mais bon. Et deux, est-ce qu'il œuvre pour le mandat ou pour le client? Déjà, on pose la question, c'est flou. La réponse, c'est que probablement il œuvre avant tout pour lui-même. Et n'y voyez pas malice, hein, c'est normal. Tout travail mérite rémunération, donc c'est normal. Et puis après tout, c'est bien, parce que son intérêt, c'est que la transaction, elle se fasse. C'est aussi l'intérêt du vendeur, c'est aussi l'intérêt de l'acteur. Là où ça ne va pas, où plus personne ne comprend rien, c'est qu'effectivement, on ne sait pas qui est le client dans cette histoire. Hein.
et pour qui travaille l'immobilier? On pose la question, c'est quand même un peu embêtant, hein, on ne sait pas. La profession se présente souvent comme un intermédiaire, entremise. J'ai été étonné de voir, surpris d'ailleurs, de voir le président Buette nous dire, nous on est les représentants des vendeurs avant tout. Si c'était posé comme ça, de façon aussi claire dès le début, ça serait bien. Or, c'est pas le cas. On nous dit quelque... Alors d'abord, il y a un processus incompréhensible. Hein. Le vendeur signe un contrat avec un agent immobilier, et puis à la fin, pour toutes sortes de raisons bizarres, c'est le preneur qui, d'une part, va faire le montant de la rémunération parce qu'il va négocier. Et c'est lui qui va dire, ouais, il faut que tu baisses ta rémunération, alors qu'il n'a pas signé de contrat avec l'immobilier. Et c'est lui qui va faire le chèque à la fin. Alors tout le monde nous explique, oui, mais on sait, c'est pour payer moins d'impôts, machin, bidule. Vu de l'extérieur, c'est pas compréhensible. Hein. Après, on nous dit, mais si, on défend l'intérêt des deux, on fait de la déontologie, on dit la vérité. C'est pas vrai. Hein. Soit on défend le vendeur, soit on défend l'acheteur. Et ça peut être fait avec éthique et déontologie. Quand vous allez chez Renault et que vous achetez une voiture, vous savez que le commercial qui est en face de vous, il est payé par Renault, il le défend. Avec honnêteté, il ne va pas vous dire que c'est une 8 alors que c'est une 6. Mais, et d'ailleurs, l'agent immobilier, quand il prend son mandat, il ne va pas dire au vendeur, ah, moi, je vais défendre les intérêts de l'acheteur. Si votre appartement est moche, je suis obligé de le dire. Il ne dit jamais ça, il ne le fait pas. Hein, voilà. Et quand il est avec l'acheteur, il fait comme s'il défendait les intérêts de l'acheteur. Donc tout ça fait que c'est, on va dire, c'est flou. Voilà. Et pour répondre à ta question, oui, du coup, tout ce flou, le fait que la profession ne comprend pas ses consommateurs, hein, arrive là où ce qu'on a vu ce matin. Hein, ce matin, on a vu quoi? Des gens qui font le même métier et qui ne s'aiment pas beaucoup. Et des gens qui disent, on est des mal-aimés. Ils font semblant de ne pas s'aimer, j'espère. On est des mal-aimés, les pouvoirs publics vont nous obliger à déposer le bilan avec des lois mauvaises. Voilà, je ne me prononce pas. Merci beaucoup. J'attendais d'Hervé Parent, voilà, qui précise la toile de fond, hein, en enseignant, en conseil, en observateur qu'il est. Alors, je souhaitais connaître l'avis du représentant titré à cette table ronde des consommateurs, et puis après, si vous le voulez bien, mais de toute façon, chacun reparlera. Hein. Oui, chacun pourra se jeter Fréchet, sur le micro après. Voilà, exactement. Michel Fréchet, je pose la question également de savoir si, quand on représente les consommateurs, on représente surtout davantage, me semble-t-il, les locataires qui sont face à des bailleurs, ou peut-être même plutôt les acquéreurs par rapport à des vendeurs dans l'acte de transaction-vente. Alors je caricature sûrement un petit peu votre mission, mais je crois que c'est tout de même souvent un peu ça. Est-ce que vous avez le sentiment que l'une des deux parties à ces deux transactions n'est pas assez pris en considération, que tout ça est compliqué, que les services qui lui sont apportés au bout du compte en pâtissent jusqu'à devenir très insuffisants, hein, à écouter parfois vos constats, CLCV ou CGL ou d'autres. Voilà. Je voudrais d'abord préciser que je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre de la part d'Hervé Parent. On fait, nous aussi, globalement, les mêmes constats. Tout à l'heure, un des interlocuteurs, je tourne ma fiche parce que j'ai oublié les noms, Gabriel Pacheco, a dit tout haut ce que beaucoup entendent, à savoir que les agents immobiliers sont mal vus dans notre société. Ce n'est pas les seuls. Les élus aussi, paraît-il, encore qu'il faut nuancer. Mais les agents immobiliers sont assez mal vus. Or, s'ils sont assez mal vus, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de raisons. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir avant de se lancer dans des réflexions beaucoup plus générales. S'ils sont mal vus, nous, c'est ce que l'on entend, c'est souvent qu'ils sont chers, enfin que leurs prestations, leurs émoluments sont trop élevés, que les services ne sont pas au rendez-vous, et c'est que souvent, les consommateurs ont l'impression de se faire avoir. Vrai ou pas vrai, un faux ou un tox, peu importe, mais en tout cas, nous, c'est ce que l'on entend. Aussi bien les vendeurs ou les bailleurs que la partie en face ? Oui, aussi bien les vendeurs ou les bailleurs que la partie en face, effectivement. C'est un constat que l'on fait de manière générale. Après, il faudrait nuancer, il faut regarder un peu plus dans le détail, mais globalement, c'est ce que l'on peut dire. Et je suis assez d'accord également avec ce qu'a développé mon voisin sur cette notion qu'on ne peut pas être entre deux chaises.
On est le mandataire de quelqu'un, on n'est pas le mandataire de deux personnes en même temps. Ce qui veut dire que l'agent immobilier n'est pas le défenseur ou n'est pas le représentant des deux parties. Il est le représentant d'une partie. C'est un point très important. Et quand des représentants de la profession, M. Fertoré en est un, il va s'exprimer, représentant des organisations professionnelles notamment, soutient l'inverse, en disant mais nous sommes à mi-chemin entre les intérêts de l'un et de l'autre, vous ne les croyez pas. Vous dites que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, on ne les croit pas vraiment, mais on verra, on voit déjà. Hein. Mais ça n'est surtout pas possible parce qu'ils sont rémunérés par une des deux parties, pas par l'autre. Et l'idée qu'il y a un mandataire pour chacun, ça se voit dans d'autres pays, et peut-être Hervé pourra nous donner des éléments, ou Eric d'ailleurs, au titre d'une franchise qui n'est pas présente qu'en France, loin s'en faut. Est-ce que cette idée que chacun est son mandataire, alors notamment pour la vente, on l'imagine beaucoup moins pour la location, a du sens? Dans certains pays, en particulier dans les pays anglo-saxons sûrement, en France j'en doute, parce que ce n'est pas la culture française, ce n'est pas notre manière de faire, ça n'est pas la législation française, et nous trouvons que c'est plutôt bien. Alors, juste en deux mots, parce qu'effectivement, il y a deux raisons pour lesquelles la profession d'agent immobilier a mauvaise image, et une première raison, en fait, c'est le marché. C'est une idée chère à Laurent Vimon, mais à partir du moment où le marché, ça a été le cas ici, est extrêmement difficile et où on me présente à la location ou à la vente, je me place du point de vue du preneur, on me présente quelque chose qui ne me satisfait pas, pour mon budget, ça qu'on me présente, c'est compliqué d'avoir une bonne image de l'agent immobilier qui a présenté le bien. Ça, c'est clair. Il part avec l'eau du bain, si je puis dire. Voilà, il part avec l'eau du bain, et même chose pour la location, je veux dire, à partir du moment où le marché est entendu, ah ouais, bah, y a 20 personnes qui demandent qui font la queue, bah, du coup, oui à Paris, mais du coup je ne peux pas avoir une bonne image de l'agent immobilier. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense qu'il faut qu'on parle des chiffres de temps en temps, la commission, pardon, le montant de la transaction moyenne en France, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Si on part sur 4%, sans rentrer dans le débat de ce matin, les honoraires, mais ces 10 000 euros, c'est ce que paye soit le soit 10 000 euros. 10 000 euros pour l'acheteur qui, in fine, va faire le chèque ou qui a vu les frais d'agence, plusieurs mois de salaire. Voilà. Et il a vu le commercial ou le négociateur quelques heures. Il faut être vachement quand même, hein, pour faire comprendre 3 visites. Vas-y. Voilà. J'ai fait 3 visites. J'ai passé 1 heure dans l'agence, 2 heures chez le notaire. Ah, et je donne 3 mois de salaire. Après, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Bon, je crois que c'était bien de rappeler ça. Je ne doute pas que le parlementaire avec nous évoquera ça, parce qu'au fond, il nous semble que dans le projet de loi, à l'origine de l'intention de la ministre, il y a tout de même cette inquiétude-là. Bon, fondée ou pas fondée, on peut la trouver infondée, mais enfin, elle a été très bien décrite avec des chiffres, tout à fait. Tout à fait. Quand je prends le point de vue de l'acheteur, il y a un truc à expliquer qui est compliqué à expliquer. Alors, un débat qui a été ouvert par Hervé, est-ce que ce problème de sentiment que quand on est locataire, on n'est pas bien servi et qu'on paie cher, ou quand on est vendeur, quand on est acquéreur, pardon, on va payer ou voir des honoraires élevés, est-ce qu'il est très parisien? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. La ministre a traité un problème parisien avec ce qui sera une loi nationale. Est-ce qu'il est parisien, ce problème, ou national? Et est-ce que les insatisfactions que vous décriviez, pour vous, vous êtes une organisation nationale, cette insatisfaction est nationale? Non, c'est pas parisien. Mais enfin, le fait de dire c'est parisien, ça fait partie, j'ai envie de dire, des arguments qu'on jette sur la place publique pour mieux en avancer d'autres. Non, c'est quelque chose qu'on constate sur l'ensemble du territoire. Peut-être plus, c'est vrai, dans les zones dites tendues, mais on a des remontées de Marseille, de Montpellier, de Lille. Enfin, c'est globalement, c'est approximativement la même image partout. Ce sont des grandes villes. Vous venez quand même citer des grandes villes. Vous n'avez pas cité. Non, mais il est évident qu'à la campagne, dans la France profonde, comme on dit,
les rapports entre les individus sont quand même quelque peu différents de ceux qu'on a à Paris ou à Marseille, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence. J'ai pas regardé dans les mails qu'on reçoit où je n'ai pas donné un certain nombre de coups de téléphone chez nos gens qui font des permanences pour vous sortir des statistiques, hein. Donc ce que je livre là, c'est une impression générale de ce qui me remonte, j'ajouterais non scientifique. Je voudrais rajouter une dernière chose avant de passer à mes voisins qui ne bouent pas encore, mais qui ont l'air d'avoir envie de dire un certain nombre de choses, que l'explication qui consiste à dire si les agents immobiliers ont une mauvaise image, c'est aussi dû à la crise, à la rareté des logements, ça doit intervenir un petit peu, mais selon nous, ça n'est pas la véritable raison, hein. Si les agents immobiliers, même dans une situation de crise de l'offre importante, si les agents immobiliers faisaient autrement leur travail, enfin, je dis je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce que je tiens à préciser, il y a, comme dans toutes les professions, des brebis galeuses, mais comme dans toutes les professions, il y a des gens qui font correctement leur métier, hein. Donc je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que les propos que je tiens sont des propos de critique systématique de l'ensemble de la profession. Non, il y a des gens très bien, il y a des gens qui font correctement leur métier. Ce serait bien d'ailleurs d'analyser finement l'image que ces gens renvoient, mais je suis convaincu que ces gens qui font correctement leur métier donne une excellente image de l'agent immobilier. Merci beaucoup. Alors, juste un petit point. Là, il y a deux aspects qui sont abordés. Il y a l'aspect du montant total de la commission. Mais ce montant total de la commission, je voudrais pour Monsieur le député rappeler que dans la précédente table ronde, on l'a traité aussi. Et en fait, si les honoraires sont aussi importants pour si peu de temps passé avec les clients à qui la prestation finalement est facturée, c'est aussi parce que avec le système aujourd'hui de la majorité de mandats simples par rapport aux mandats exclusifs, les agents immobiliers travaillent pour X clients et facturent finalement le coût de leur travail à un seul client qui fait la transaction avec eux. Hein, donc ça, c'est un... Mais là, je voudrais qu'on recentre le débat sur qui est finalement le bénéficiaire, qui est le payeur et qui est le bénéficiaire de la prestation. Parce que finalement, en matière de vente, le problème, c'est que l'acquéreur aussi, qui va repartir avec une mauvaise impression de l'agent immobilier, il a l'impression d'avoir payé une commission qu'il n'a pas négociée, qu'on lui a collée au dernier moment, et il a l'impression que ça a augmenté le prix, alors qu'en réalité, le prix était fixé indépendamment, et la commission était prévue à la charge du vendeur. Alors, si Philippe Ferton m'y autorise, on va, comme tout à l'heure, aller de la partie au tout. Le tout, on va dire que c'est l'organisation professionnelle. La partie, une franchise bien connue, ERA, qui est internationale. Ça vous autorise sûrement des comparaisons. Dirigeant d'ERA France, votre sentiment, c'est que vos franchisés sont les prestataires ou les mandataires de qui? Est-ce qu'ils servent effectivement deux maîtres à la fois? Est-ce que les deux ont lieu d'en être satisfaits? Qui doit payer quoi? Votre avis? Alors, vous savez, un agent immobilier est un intermédiaire qui agit pour que la transaction se fasse, que ce soit une location ou que ce soit une vente. Donc, je pense qu'il faut partir de là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément deux parties. Ça veut dire qu'il y a forcément deux intérêts qu'il faut prendre en considération. Et je ne pense pas qu'on puisse opposer l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que la sanction, c'est-à-dire c'est le paiement, finalement. Donc, si là, on n'aboutit pas à un résultat, si on n'aboutit pas à un succès, forcément, l'agent immobilier est pénalisé. Donc, partant de là, il doit forcément prendre en compte l'intérêt des deux parties. Ça m'a l'air évident. Donc, je dirais, opposer l'un à l'autre me paraît pas sérieux. Ça, c'est la première des choses que je voudrais dire, si vous voulez. Vous pouvez pas dire le vendeur m'a mandaté. Alors, il est vrai qu'un agent immobilier doit être mandaté, donc forcément, il est mandaté aussi. Il peut être mandaté d'ailleurs par l'une des deux parties, hein, c'est ce qui est prévu par la loi, mais mettons, il est mandaté par le vendeur, donc c'est sûr que le vendeur revêt une importance particulière, mais très souvent, le vendeur veut un prix bien trop élevé de son bien. Donc il va y avoir un travail qui va être effectué, il va y avoir aussi un travail qui va être effectué donc, dans ce cas-là, dans l'intérêt de l'acheteur, parce qu'il va arriver à concilier les deux parties,
il va arriver à atteindre un prix qui sera acceptable pour l'acquéreur. Donc vous voyez qu'il travaille aussi pour l'acquéreur, parce que ce n'est pas l'intérêt du vendeur, évidemment, de baisser son prix. Ça, c'est l'intérêt de l'acquéreur. Vous voyez, donc l'intermédiaire, l'agent immobilier, je ne pense pas qu'on puisse le réduire à, je dirais, celui qui intervient pour l'une des deux parties. Il intervient nécessairement de par son travail, de par l'objectif qu'il veut atteindre, c'est-à-dire avoir sa commission, pour les deux parties. Est-ce que vous avez le sentiment que le projet de loi, qui est un peu fait générateur de ce colloque, lui oppose les deux parties et donne le sentiment que l'agent immobilier sert l'une des deux seulement, et le projet de loi cherchant à rééquilibrer par la transparence des honoraires, par l'annulation des honoraires sur le locataire? Alors vous savez, je crois qu'on ne décrète pas que le logement va fonctionner, que les gens vont avoir envie de louer leurs biens. On a un vrai problème en France, et je reviens sur la deuxième partie de ce qui a été évoqué avant, c'est-à-dire en fait le marché et également la réputation de l'agent immobilier. Aujourd'hui, la vraie situation, le vrai problème, c'est la pénurie de logements. Le vrai problème, c'est celui-là, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Alors il y a des engagements qui sont ambitieux, qui sont très bien, et si on y arrive, ce sera très très bien. De 500 000 logements effectivement construits, ça ce serait vraiment très très bien. Mais le problème vient de là, et toutes les tensions viennent de là. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que la question du service, je reviens à ce que disait Hervé en citant aussi Laurent Vimont, est-ce qu'elle est tellement corrélée à la question du marché? Est-ce que dans un marché qui serait détendu, on n'aurait aucun problème de service et d'interrogation métaphysique? Déjà, dans un marché tendu, on aurait beaucoup moins de problèmes, notamment dans les zones tendues. Puis pourquoi? Parce qu'on aurait beaucoup plus de produits à louer, donc forcément pour la location, forcément le locataire aurait le choix. Et c'est lui qui pourrait effectivement dicter le marché. Alors que là, aujourd'hui, dans des zones tendues, on est dans le schéma inverse. Donc si effectivement le locataire a le choix, il est certain que les choses sont plus pareilles. Il n'y a plus la queue. Le locataire peut choisir. Donc vous voyez, le fait générateur, le point de départ, il part de là. Il parle de l'insuffisance des logements. Voilà, tout part de là. Philippe Fertoré, vous représentez l'UNIS, on vous en remercie. Son président Étienne Ginaud a été empêché. Il a bien voulu vous désigner, vous mandater pour représenter l'UNIS. Alors, organisation professionnelle qui tient un discours, je reviens à ce que disait Alain, de façon un peu provocatrice, le sentiment que les organisations professionnelles représentant les administrateurs de biens ou les agents immobiliers parlent beaucoup au nom du propriétaire, donc l'une des deux parties, qu'il soit bailleur ou vendeur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas de l'UNIS? Et puis, comme professionnel, vous-même, quel est votre sentiment sur les sujets abordés? Alors avant tout, je tiens à préciser que je suis administrateur de biens à Lyon et avec un cabinet familial de taille moyenne. Donc on est au cœur des problématiques et on considère, nous, en tant que professionnels, et à l'UNIS aussi, pas seulement à titre particulier, que chaque personne qui pousse la porte d'une agence, d'un cabinet, est un client. C'est-à-dire que nous avons une multiplicité de clients. Le copropriétaire qui paye ses charges de copropriété est un client. Le locataire est un client. Le mandant, le propriétaire qui souhaite vendre son appartement est un client. Et j'irai même plus loin, même s'il ne paye pas d'honoraires et non pas de commission, l'acquéreur est également un client. À partir du moment où on fait une démarche commerciale dans n'importe quel sens, il y a une notion de clientèle. J'irai même pas sur le débat de l'agence traditionnelle, vitrée, pas vitrée, etc. Nous, on fait le jeu de la proximité et on fait le jeu de la culture de la clientèle parce que nos anciens clients sont nos futurs clients, ce sont nos clients de demain. Si on est présent et si, en effet, ils sont satisfaits de notre service et de notre travail, ils reviendront nous voir, premièrement. Le mot de commerçant qu'a prononcé Jean-François Buet vous va bien? Vous vous sentez plus prestataire de deux clients à chaque fois que mandataire d'un seul? Prestataire de service, commerçant, on est tout à la fois, oui, bien entendu. Alors, moi je reviens aussi sur ce qui est souvent dit dans les études. Quand vous posez, en effet, comme postulat, certains sondages en disant 81% des gens
part du principe que l'agent immobilier est très mal perçu, on a très très peu confiance en lui, c'est un vendu, c'est un pourri, etc. En effet, il n'est pas allé jusque-là, hein, le président. Le pourquoi du comment. Non, mais c'est ce qu'on entend très fréquemment. Pourquoi. C'est dans les médias. Voilà, le pourquoi, c'est toujours lié, et c'est ce qui était très bien dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'est toujours lié à un montant d'honoraires qui a du mal à être justifié. Alors, il y a quelques années, certains intervenants lors de tables rondes, lors de petits think tanks, nous disaient, mais écoutez, vous êtes quand même dans les professions de l'immobilier extrêmement de mauvais vendeurs, puisque vous n'affichez pas dans vos vitrines d'agence les métiers que vous faites. Quels sont en effet tous les actes que vous effectuez tous les jours? Bon, ça va aussi bien pour la location que pour la transaction. Quand on a des professionnels qui affichent leurs prestations de service en les listant dans leur vitrine, je crois qu'on a déjà fait un gros effort de communication et on en manque. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Hervé Parent. Gros effort de communication à faire pour expliquer à nos clients, peu importe qui ils soient, comment on les appelle, ce que nous faisons. Et ça, je pense que c'est l'enjeu majeur de nos années futures, parce que ça n'a pas forcément été bien compris par la profession dans le passé. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à un syndic de copropriété? Qu'est-ce qu'on reproche à un agent immobilier? Première chose qu'on reproche, c'est pas nouveau, c'est le manque de réactivité, c'est « vous nous rappelez pas ». Bon. Alors là, c'est pareil, j'apprécie votre analyse tout à l'heure. Vous disiez, je ne mets pas tous les professionnels dans le même panier, et tant mieux, et c'est assez remarquable et notable, il faut le souligner. En effet, si on dit que 80 ou 90% des professionnels font bien leur travail, on a toujours 10 ou 20% de personnes qui sont des brebis galeuses, et vous l'avez justement dit. Moi, je pense qu'il faut quand même appuyer sur les 80 restants. Et c'est ça qui aujourd'hui est assez difficile à faire passer comme message. C'est ce qu'on essaye de faire. Et quand on voit aussi la pérennité de certains cabinets, de certaines agences en France, bah finalement, on se dit que s'enrouler sur l'or, parce que aujourd'hui les temps sont durs pour tout le monde, finalement, il y a quand même une certaine logique et une certaine responsabilité. Voilà. Je rebondis sur vos derniers propos qui sont économiques. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de modèle économique. Là, vous parlez des conséquences de ce qu'est le modèle économique sur une agence ou un cabinet. Vous dites on ne roule pas sur l'or. Ce sont des sujets qu'on n'aborde jamais. Moi, j'ai toujours été un peu triste qu'ils soient tabous. C'est vrai qu'on se fait l'idée que l'agent immobilier, vente ou location, a des marges considérables. Bon, est-ce que c'est vrai dans le modèle traditionnel que vous représentez très bien? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, selon vous, pour le locataire, pour parler d'administration de biens, le niveau n'est pas trop élevé dans une grande ville de province, de région, qu'est la vôtre? Est-ce qu'il n'est pas trop élevé pour autant que le service soit rendu? Est-ce que vous sentez une pression depuis quelques années, vous exercez depuis longtemps, qui tout de même atteste qu'il y a un problème de solvabilité qui finit par peser sur le niveau des honoraires? Alors sur notre région, c'est vrai que je tiens quand même à différencier avec Paris. Vous avez cité tout à l'heure Lille, Montpellier, Marseille. Marseille est à peu près sur le même modèle de marché que Lyon, a priori, on va dire. On s'était rencontré avec Hervé Parent à Lille également. On a à peu près un même modèle. Comment dirais-je, les honoraires de location, aujourd'hui, véritablement, quand vous avez un locataire en face de vous, il ne vous dit jamais c'est beaucoup trop cher. On pratique des honoraires qui sont inférieurs à un mois de loyer, ou qui sont entre 90% et un mois de loyer hors charge, pour certains. C'est admissible et c'est admis. En matière de transactions, je comprends qu'on n'est pas du tout sur les mêmes montants, et je comprends que l'attente du consommateur, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, par rapport à un niveau de revenu mensuel est facilement comparable. Moi, je dirais qu'on en a déjà parlé également dans un certain nombre de tables rondes. Il y a plusieurs possibilités d'envisager les choses, et en effet, si on parle du mandat, on peut se demander pourquoi, si on a plusieurs clients en face de nous, à la fois un vendeur et à la fois un acquéreur. Alors, je jette un petit peu un pavé dans la mare, mais j'aime bien. Voilà, c'était un peu le but. Je dis, mais pourquoi nous n'aurions pas une rémunération partagée
comme c'est le cas en matière de location, comme c'est admis dans la loi en matière de location depuis 1989, et avant, pardon, pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a une prestation de service pour un mandant vendeur, pourquoi on a une prestation de service pour un acquéreur, il n'y aurait pas une rémunération partagée? On ne s'est pas consulté avant. Je tiens à préciser quand même aussi qu'il n'y a pas eu du tout de préparation à cette réunion. Non, okay. Je regrette que Jean-François n'ait pas pu rester. Et en effet, ça fait partie des choses qui sont, je pense, importantes à soulever. Moi, ça ne me dérange absolument pas en tant que professionnel d'avoir ce type de discours. Pourquoi? Vous avez un négociateur qui... c'est pareil, si on commence à analyser l'acte de location et l'acte de relation dans la vente, d'entremise ou d'intermédiation, qu'est-ce qui se passe? Finalement, vous avez certains dossiers dans lesquels les acquéreurs passent beaucoup plus de temps avec un négociateur que le négociateur avec le vendeur. Je parle à partir du moment où le mandat a été signé. Donc, est-ce que... Et je ne parle pas du nombre de visites, hein. 1, 2, 4, 10, 14 visites dans le cas d'une vente, et parfois plus en matière de location chez nous à Lyon. Je tiens à le noter. C'est une problématique aujourd'hui de se dire, mais oui, finalement, on ne va peut-être pas faire payer les 14 visites précédentes qui n'ont pas abouti, mais en effet, la relation qui s'est instaurée et l'intuitu personné, et j'insiste là-dessus, l'intuitu personné qui peut se créer avec le négociateur et l'acquéreur, c'est quelque chose d'important. Et on essaye, nous aussi, et je le disais tout à l'heure en préambule, le client d'aujourd'hui, c'est le client de demain. Quel est l'intérêt pour un négociateur de faire du one-shot aujourd'hui? Il n'y en a pas. Vous travaillez sur un secteur donné. Vous avez un acquéreur qui, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, a sa famille qui va s'agrandir, qui va avoir besoin de surface de mètres carrés supplémentaires. Si ça s'est bien passé, il y a 5 ans en arrière, avec tel agent immobilier, il va revenir nous voir très naturellement. La première personne à qui il va penser, ce sera celle-là. Donc quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt, c'est de former des collaborateurs, de les accompagner, et surtout de les fidéliser, de pérenniser cette relation commerciale. Je crois qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, l'agent immobilier n'est pas forcément mal perçu. Et je reviens sur les sondages qui ont été faits dans la profession au niveau syndic de copropriété et agent immobilier. Quand on a des copropriétaires sur une copropriété, je prends un nombre de 30 copropriétaires, vous faites un sondage, vous dites voilà, est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de votre syndic? C'est marrant, mais à 78-79%, les gens nous disent oui, je suis fier et je suis satisfait de la prestation faite par mon syndic. En matière d'agence immobilière... Les syndics sont mauvais, mais pas le mien. Mais pas le mien. En matière d'agence immobilière, c'est exactement, tout à fait. C'est exactement le même principe en matière de négociateur ou d'agence immobilière, parce que le négociateur représente l'agence. La relation que j'ai eue privilégiée avec mon agence immobilière et mon négociateur, finalement, elle s'est très bien passée. Est-ce que vous êtes content de la qualité du service? On fait des questionnaires de satisfaction. Les retours qu'on a sont très très bons. Pourquoi? Parce que justement, on essaye d'accompagner les gens. Et aujourd'hui, à 80% ou 85%, voire plus, on a des gens qui sont satisfaits.